Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. C'est la vidéo que vous attendez tous, ou en tout cas c'est la vidéo que j'attends depuis longtemps. Je voulais vous la faire au printemps. J'étais débordé avec la sortie de mon livre Survivre à la peur, qui marche très bien, merci beaucoup. Mais il me faut bien vous parler de livres. Et oui, parce que la lecture, c'est ce qui nous permet de nous cultiver, de vivre d'autres aventures, d'imaginer d'autres mondes, de nous placer dans le point de vue d'autres personnes, d'autres auteurs. Et ça nous permet, alors dans le temps, on voyageait grâce aux livres. Aujourd'hui, ben, on peut voyager physiquement, mais on peut aussi, grâce à nos téléphones, nos écrans, avoir des petites expériences par-ci, par-là, mais qui ne nous donnent pas la capacité à imaginer et surtout la concentration. euh, surtout l'expérience qu'il faut mériter grâce à la concentration et que l'on acquiert en lisant. Donc lire, c'est très très important, surtout pour les plus jeunes qui, de plus en plus, sont des générations qui ne lisent rien ou très très peu à l'école. Et c'est à la fois un exercice intellectuel, mental, physique important, mais surtout, ça nous apporte la culture générale. Et ça, ça vous manque. Et croyez-moi que dans le monde dans lequel nous entrons, il est absolument nécessaire d'en avoir le plus possible. Alors ce soir, j'ai du bon matos pour vous, j'ai de la bonne qualité. Je ferai cette vidéo en deux parts, une première partie en public que je mettrai également ici sur YouTube, mais évidemment une deuxième partie que je garderai sur Patreon. Je vous encourage à vous abonner. Il y a énormément d'avant-premières, d'interviews exclusives. Vous allez aussi avoir mes humbles avis sur la catastrophe que nous commençons à vivre de plus en plus et sur comment on va faire pour se préparer, comment on va faire pour aller de l'avant. Et puis bien sûr, il y a non seulement une communauté avec qui on peut parler, avec qui on peut tisser des réseaux, peut-être des mariages, et puis surtout des conversations qui nous font avancer. Vous savez, je ne suis pas un expert dans tout, et nous avons des experts, membres, voilà, qui sont abonnés et qui, sur certains sujets, nous donnent à tous des leçons formidables et qui nous aident. Donc rejoignez-moi sur Patreon pour la deuxième partie de cette vidéo. En attendant, je vais vous parler, alors on a beaucoup de livres excellents ce soir. Alors je vais commencer on va commencer par des romans. Le premier roman est Le Grand Soulèvement de Romain Guérin, que j'ai interviewé il y a pas si longtemps et qui a écrit un roman magnifique, poétique, intéressant. C'est un peu de la science-fiction ou de l'anticipation et en tout cas il imagine voilà, une sorte une manière qu'un soulèvement arrive. Et je crois qu'il est très réaliste. C'est qu'en fait, il y a très très peu de manières dont un soulèvement pourrait arriver aujourd'hui. Alors, pour ceux qui connaissent Romain Guérin, vous savez qu'il écrit très très bien. Il a une très bonne écriture. Il avait écrit un roman magnifique qui s'appelait non, le journal d'Anne France, qui était magnifique. Et ici, voilà, il nous plonge dans les arcanes du Vatican, dans les îles écossaises, dans la Sicile des années 70, et il nous plonge dans la vie mystérieuse du prince de Mortemine et d'un prêtre breton, Lucien Corrigan, je crois, qui vont avoir des destins qui vont s'entrechoquer et qui vont euh, converger pour donner naissance à une guerre qui se prépare et qui, lorsqu'éclatera, changera la face du monde et notamment la face de la France et de l'Europe. Et ces deux personnages, l'un qui va traverser une période horrible, qui va déprimer, qui va être défroqué, qui va tomber dans le caniveau, et l'autre qui va acquérir des fortunes considérables et qui va devenir le conseiller des puissants, pourtant n'ont rien de commun, et pourtant ils vont se rencontrer, et leur destin va devenir indissociable. Donc, alors, est-ce qu'il y aurait des extraits que je pourrais vous lire on retrouve Saint-Exupéry dans ce livre, on retrouve... c'est difficile de lire des extraits d'un roman, mais croyez-moi sur parole, il est excellent, il est bien écrit, j'ai noté des idées originales que je n'avais pas vues dans pas mal de livres de science-fiction. Euh,
Peut-être je vous lis un extrait quand même. De tous les personnages qu'il avait croisés durant son périple, Vidard de Mortemine était celui qui lui avait fait la plus forte impression. Il était anachronique dans son costume comme dans sa prestance. Ses cheveux longs attachés au niveau du cou par une barrette en bronze, sa levalière à fleurs de lys, ses bottes à revers en cuir, sa longue redingote rouge et son grand chapeau noir orné d'une plume de colombe. Sur n'importe qui d'autre à cette époque, un tel accoutrement aurait paru grotesque. Le prince de Mortemine, lui, à l'instar d'une femme aux lignes parfaites, pouvait se permettre de tout porter. Son charisme anoblissait n'importe quelle étoffe. Il avait le panache de D'Artagnan et la hauteur de vue de Richelieu. Plus qu'un homme, il était l'incarnation d'un projet pour le monde. Alors qu'il passait pour être un haut dignitaire ecclésiastique, personne ne s'offusquait de voir un pistolet accroché à sa ceinture, le Beretta modèle 1934 de l'abbé Almeida. Son charisme était hypnotique. Quel que soit le lieu où il se rendait, Vidard donnait la sensation à l'Assemblée, toujours surprise, de déchirer le voile du présent et de jaillir du fond des âges. Voilà, c'est une description de personnage. Et j'ai trouvé ce livre vraiment intéressant à lire. Vous le trouvez aux éditions d'Hypogépolis. 16 €, ça les vaut. En plus, vous faites une bonne action. Il faut encourager ce poète et cet auteur qui est Romain Guérin. Et il est autopublié et c'est quelqu'un qui a besoin de votre soutien. Et le mieux de le faire, c'est en lisant ce livre. Deuxième livre que je vous conseille, c'est un roman de Richard J. Dana, Survivre au crépuscule. C'est la suite de son précédent livre, un précédent roman. Il se lit très très vite. C'est également aux éditions 1902. Nous sommes plongés. Alors, voilà, il a écrit d'autres livres, mais dans ce qui sont excellents aussi, allez voir ses autres. Alors, il nous plonge en plein hiver, dans une situation de survie qui correspond en tout point à celle à laquelle beaucoup d'entre nous se préparent, c'est-à-dire tout d'un coup des émeutes, tout d'un coup une économie qui s'effondre, tout d'un coup tout qui se bloque, tout qui s'arrête, et en plein hiver. En tout cas, on est plongé dans le quotidien, quelques jours, tout au plus une semaine, de cet homme qui veut fuir la ville pour atteindre la campagne où il a de quoi tenir le coup face aux crises. Et ce qui est vraiment excellent dans ce livre, avec quelques explications de comment va l'économie qui sont parsemées ci et là, il y a un descriptif très précis, très pointu, de chaque activité, de ce qu'il va faire au jour le jour, de comment il a organisé son périple, comment il mesure les distances à parcourir, là où il a caché, il a des caches où il a mis de la nourriture pour éviter d'en transporter trop sur lui, et comment il les trouve, et comment il va petit à petit, malgré les dangers, les mauvaises rencontres, aller du point A, la ville, où le chaos commence à naître, au point B, son point de chute, à plusieurs centaines de kilomètres de là, où il va trouver, espère-t-il, un havre de paix et en tout cas de quoi tenir le coup. Et donc, ça se passe en février, il fait froid, il neige, il fait même très froid, et il décrit comment il utilise ce matériel. Donc pour ceux qui sont très intéressés par la tactique et le fonctionnement de manière pointue et précise d'une évacuation, c'est l'explication parfaite dans ce roman, qui se lit très très vite et qui est tout à fait bien écrit, je trouve, et qui est fort plaisant. Donc, Survivre au crépuscule de Richard J. Dana, aux éditions 1902, que je vous conseille chaleureusement. Ensuite, peut-être le livre qui m'a le plus diverti, plu et impressionné, malgré une couverture un peu... je sais pas, j'ai trouvé que la couverture était le point faible du livre. Mais tout le reste est excellent. C'est le livre Échec par le fou, aux éditions RH. C'est auto-édité. Enfin, c'est l'auteur, c'est RH, un peu comme RG, mais RH. Édition Vérone, c'est auto-édité, je crois. Enfin, c'est chez Édition Vérone. 26 €. C'est un roman extraordinaire. Surtout si vous êtes suisse ou français qui travaille en Suisse. Ce livre imagine, donc il nous replonge dans les années 2000-2010, et il imagine que suite aux attentats de Nice, du Bataclan, eh bien c'est la Suisse qui va être ciblée par des attentats islamistes.
Et un des trucs extraordinaires dans ce livre, c'est qu'il a décrit un méchant extraordinaire. On a un salopard, un méchant, psychopathe, c'est difficile de vous en dire beaucoup, mais qui s'appelle Afshin, qui est d'une haute intelligence, d'une extrême psychopathologie et d'une redoutable dangerosité, parce que c'est un cerveau qui va réellement organiser une série d'attentats avec intelligence, pas comme les attentats ont lieu d'habitude, c'est-à-dire un peu par des bras cassés. Non, non, là, elle va former des gens, les organiser, les discipliner, les transformer en une armée extrêmement capable, redoutable et meurtrière. Et il va attaquer un pays, somme toute, pas désarmé, mais qui n'est pas prêt, qui n'est pas sur ses gardes, la Suisse. Et il va le faire sur la région lémanique en attaquant Lausanne, Montreux, Genève et je ne peux pas vous en dire plus parce que ça gâcherait le suspense, mais il y a vraiment, on sent que d'abord, il a très très bien étudié le fonctionnement de certaines industries, de certaines économies, parce que je connais aussi comment elles fonctionnent et il les décrit de manière parfaite, notamment le monde du catering, mais qui est effectivement rempli de travailleurs saisonniers, de travailleurs émigrés, de frontaliers, etc. Il décrit très très bien les services d'urgence des hôpitaux, j'ai trouvé vers la fin du livre, c'est vachement bien précis. Et il décrit superbement bien la psychologie des terroristes et des victimes par moment. Et surtout, il décrit le processus qui fait, par exemple, nous avons un des personnages du livre, qui est un Tunisien, on voit bien sa transformation entre la révolution tunisienne de 2009, sa transformation de travailleur dans l'hôtellerie en Tunisie à migrant, à dealer de drogue, à organisateur d'attentats terroristes. Et c'est subtilement très très bien fait, décrit et très intelligemment expliqué. Nous avons... alors j'ai mis des petites marques, c'est probablement que je vais vous lire un petit extrait. Ils sont en guerre contre l'Occident depuis toujours. Dites-leur qu'ils deviendront des martyrs et ils prendront les armes. Si en plus des blancs meurent et que des vierges attendent ces héros hipsters au paradis, alors ils se feront sauter sans aucune hésitation. Dans la société occidentale, seul le profit des entreprises et la croissance des États comptent. Le rêve de tous les citoyens, quoi qu'ils en disent, c'est d'être riches. Pas d'être en bonne santé, non. Ça leur paraît naturel, acquis, dès la naissance, comme inscrit dans les cartes, mais bien d'avoir suffisamment d'argent pour posséder des choses inutiles. Remplir leur placard avec de la merde. S'acheter des tonnes de disques qu'ils n'écouteront pas, des tas de fringues qui ne seront plus à leur taille au bout de quelques mois d'engraissement, et d'avoir le plus de bagnoles possible dans le garage. Un égoïsme caractérisé où chacun se noie, se perd en futilité, où on abandonne tout pour se remettre entre les mains d'un capitalisme encensé et insensé. L'époque a son importance et Afshin allait en tirer parti. À ses yeux, les musulmans vivent dans un autre siècle et leur mentalité n'a pas évolué. Les croisades appartiennent au livre d'histoire, alors que la conquête du monde par les musulmans était, elle, toujours d'actualité. Ils avaient juste changé de méthode. Le ventre de nos femmes nous donnera la victoire. Non qu'ils n'aiment pas l'argent, mais ils évoluent en communauté. L'union fait la force et pour tenir le cap face au racisme et aux mentalités radicalement différentes des pays européens où ils se sont incrustés, ils ont trouvé la parade. Cette cohésion représente leur bouclier alors que l'islam leur sert de lance-flamme. Les différences culturelles se sont très rapidement transformées en haine raciale. Haine millénaire entre deux grandes nations esclavagistes et conquérantes qui n'ont pas vu le monde changer, trop occupées à se renvoyer des balles. Bloqués entre deux mondes, deux calendriers, deux cultures que tout oppose ou presque, et manipulés à souhait par les dirigeants américains et leurs golems, les maîtres d'hier n'ont plus aucun repère. La mécanique de la guerre, tout cramé pour islamiser la planète. Pour eux, le choix est simple, épouser la vie que le monde leur impose ou embrasser une mort héroïque, limpide. Oui, c'est exactement la mentalité de 2015 qui est décrite là. Et le roman est dur. Par moments, il est atroce. Il décrit des scènes euh, absolument terribles. Je ne résiste pas à un deuxième extrait. Non, l'humain est pourri par nature et facilement corruptible. Parce qu'ils n'ont pas de chance, c'est ce qu'ils pensent, mais ils se trompent. Gagner au loto est ce qui pourrait leur arriver de pire. Il suffit de regarder les statistiques affolantes.
Les gagnants de grosses cagnottes sont morts ou en fauteuil roulant. Ils ont divorcé et n'ont plus d'amis lorsqu'ils sont ruinés. Parce qu'ils ont voulu l'Europe, ça pourrait être une raison. Mais ils ont voté sans savoir et sans comprendre. Donc non. C'est parce qu'il faut prendre des risques, savoir se mettre en danger, accepter le pouvoir, tout perdre, d'être tué et d'aller en prison. Les riches acceptent cet état de fait car ils savent que quoi qu'il arrive, le vent tourne. Ils se font pincer, passent à la caisse et finissent toujours par rebondir, grâce à leur réseau par une nouvelle entourloupe. Les pauvres, eux, sont accrochés comme des tiques à leurs économies de bout de chandelle et totalement paniqués à l'idée de changement. Installez-les devant la télé et ils acceptent de bouffer des raviolis en boîte midi et soir. Abreuvez leur cerveau de football et de tonnes de merde inutile et vous pouvez voter des lois les plus viscelardes en toute tranquillité. Demandez-leur d'arrêter de fumer et de picoler comme des trous dans leur intérêt et ils crieront au scandale et à la privation de liberté. Autant annoncer à un cheminot français qu'il doit travailler 1 minute de plus par jour pour financer la perte abyssale de la Sécu. C'est la grève, la merguez partie. Tant qu'il y a de la baise, c'est pas fini. Syndicats et syndiqués ont toujours de formidables idées et le panier plein de revendications. Mais ils ont tous des trous dans la bouche. François Hollande les appelait les sans-dents. Trop honteux pour sourire, incapables de mordre. J'ai adoré ce livre. Échec par le fou, par RH, aux éditions Véronne, à lire. Alors, est-ce qu'on a terminé avec les romans? Oui, mais je ne résiste pas, avant de parler à des livres un peu plus, entre guillemets, sérieux, je ne résiste pas à un livre très drôle de Bernard Lugan, Le banquet des Soudards, aux éditions La Nouvelle Librairie, qui est un livre très drôle où on imagine, alors voilà, il y a une scène de... On imagine au Valhalla les grands guerriers, les grands tueurs, les grands destructeurs de ce monde, Vlad Tepes, von Ungern, Ganymède, Renaud de Châtillon, enfin bref, des gens qui ont bien bastonné, qui ont bien guerroyé, qui ont parfois créé des tueries sans nom, qui se retrouvent et qui discutent autour de ce banquet, qui se taquinent, qui mieux, et qui essayent, évidemment, comme c'est leur nature, de se montrer virils, forts, et font valoir leurs exploits lorsqu'ils étaient mortels. Et donc, évidemment, on imagine bien qu'entre les différentes carrières où on a tué moult ennemis, voire de civils, femmes et enfants, avec tout ce qui va avec, de terrible et d'atroce, on a des discussions truculentes et tout à fait intéressantes. Donc, voilà, on peut pas, je ne peux pas lire des phrases tellement elles sont... voici, quoique... oui, il y a des références historiques, certains expliquent ce qu'ils essaient de faire. Euh, voilà, Vlad l'Empaleur, c'est quand même le personnage que je préfère. Hein. Et on a, on a des franquistes, on a des Asdrupal, voilà, on a évidemment les dieux, on a Agrippa d'Aubigné, on a des gens, Ali Pacha, le boucher des Bassarabiens et des Bédouins. Euh, bref, des massacreurs et des soudards qui se rencontrent, une belle histoire, truculente et à offrir à des gauchistes pour les fêtes. En tout cas, Bernard Lugan nous régale à chacun de ses livres aux éditions La Nouvelle Librairie. Alors, quelques livres pour arriver, alors peut-être quelques livres de géopolitique. Commençons par celui-ci. Il s'agit du livre de Ferenc Almasi, Viktor Orban, 12 ans au pouvoir. Et oui, la Hongrie, c'est le pays qui ne fait pas les choses comme les autres en Europe. Et elle ne le ferait pas si elle n'avait pas à sa tête, depuis 12 ans, Viktor Orban. Viktor Orban est un personnage qui est vilipendé dans les médias, qui est mal connu, et ce livre, court, concis, 10 euros aux éditions Visegrad Post, je vous le conseille car il m'a fasciné, c'est-à-dire qu'il nous permet de très brièvement comprendre la carrière de ce Viktor Orban, ce qu'il croit, ce qu'il pense et ce qu'il a fait. Et au-delà de ce que l'on puisse penser de la Hongrie, de sa politique, et donc de la politique de Viktor Orban, bien que, et croyez-moi sur la parole parce que j'y vais souvent, c'est un pays dont la croissance économique est excellente, propre, organisée, les gens fonctionnent très bien.
C'est un peu si je n'avais pas des attaches ici en Suisse, c'est le pays où j'irais vivre, peut-être à la campagne, mais enfin, voilà, c'est un livre, un pays magnifique. Et donc, pour comprendre qu'est-ce qui a amené la Hongrie, d'abord, et Viktor Orban a suscité tant de passion dans les médias, et lorsque quelqu'un est aussi haï par les médias, c'est qu'il doit être excellent. Et donc, on découvre la personne. Alors, on le découvre avec plein de nuances, avec plein de paradoxes, avec plein parfois des erreurs, parfois des politiques brillantes, une personnalité voilà, très particulière, dans un pays très particulier, qui est un pays jeune, qui a été voilà, envahi par de nombreuses, même ne serait-ce qu'au XXe siècle, qui s'est détaché de l'Autriche-Hongrie, qui a été ensuite, euh, si on veut, occupé par l'Allemagne, mais aussi allié de l'Allemagne, puis occupé par les Soviétiques, puis qui a foncé droit dans l'Union européenne. Et donc, il en connaît un rayon au niveau du totalitarisme. Et ce Viktor Orban et son parti, le Fidesz, sont à découvrir dans ce livre. Donc, je vous le conseille, Viktor Orban, 12 ans au pouvoir, par Ferenc Almasi, au Visigrad Post. Édition Visigrad Post. Et puis, j'ai lu le livre de Xavier Moreau, Ukraine, pourquoi la Russie a gagné. Alors, c'est un livre qui est, alors, disons-le, qui est partisan, qui est clairement pro-russe, mais avec des arguments qui sont raisonnables et sensés, aux éditions Stratpol. Hein. Et donc, ce livre, avec la préface du général Delaware, qui ça, Delaware, qui eh bien, est tout à fait intéressant, puisqu'il explique, disons, le point de vue russe, on va dire ça comme ça, qui à mon avis est très juste et très réel, sur cette opération spéciale, sur cette guerre qui a lieu depuis maintenant 2 ans. Alors pourquoi la Russie a gagné, c'est, vous le découvrez dans le livre, mais c'est quand même assez évident, c'est que nous sommes entrés dans une guerre industrielle qui, puisque le coup de main des premiers jours a échoué, surtout parce que l'OTAN et l'Union européenne ont promis d'aider l'Ukraine coûte que coûte à tenir, ce qui finit dans une sorte de, 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 de bain de sang pour les Ukrainiens, malheureusement. Nous en reparlerons dans la deuxième partie avec le livre d'Emmanuel Todd hein, sur pourquoi l'Occident, enfin plutôt il s'appelle La défaite de l'Occident. Celui-ci s'appelle Pourquoi la Russie a gagné. Et nous voyons que en fait, la Russie, toute seule, est en train d'user et a usé l'ensemble du potentiel militaire ou quasiment de l'OTAN. Et ça, c'est assez impressionnant. On voit aussi que le champ de bataille a changé. Je pense qu'il est un petit peu optimiste sur les prouesses militaires russes. Il y a quand même eu des pertes considérables, pas tellement humaines, quoique je pense que si on s'approche à la fin de 100 000 morts chez les Russes et 1 million de morts chez les Ukrainiens, ça reste beaucoup pour les Russes. Et donc, ce n'est pas une victoire à la Pyrrhus, mais c'est une victoire coûteuse. On a malgré tout un changement vraiment intéressant dans le champ de bataille, avec ces drones, avec des tactiques qui ressemblent à la Première Guerre mondiale ou à la guerre de sécession, pas au niveau du déploiement des hommes, mais d'un point de vue de l'environnement de combat, avec des tranchées, avec l'impossibilité d'utiliser pour l'instant il faudrait concevoir des chars d'une toute autre nature, d'une toute autre conception que ceux qui existent aujourd'hui, qui ne sont plus que des soutiens de feu à l'artillerie, blindés certes, mais qui n'ont plus ce rôle de rupture parce que des petits drones à quelques dizaines ou centaines de milliers d'euros peuvent démonter très facilement des chars aujourd'hui ou des véhicules blindés. Et aujourd'hui, on voit d'ailleurs, par ailleurs, on voit aujourd'hui que beaucoup de chars et de véhicules blindés maintenant ont des hommes sur leur tourelle armés de fusils de chasse ou de fusils à pompe pour abattre les drones. Parce qu'à la chevrotine ou à la grenaille pour oiseaux, c'est suffisant pour péter les petites pales. Voilà. Donc on est en train de voir une révolution de l'armement où on revient avec des systèmes plus petits, électroniques, avec des brouilleurs, avec des fusils de chasse pour abattre des drones qui transportent des explosifs qui peuvent, donc c'est le fameux feuille caillou ciseau. On a un char, extraordinaire machine performante, blindée, avec beaucoup d'armement,
mais qui est très vulnérable par un tout petit drone pas très cher, assez discret, qu'aucun tankiste ne peut repérer parce qu'au niveau du bruit, au niveau de la vision, le char n'est pas fait pour. Mais il va falloir des fantassins qui tournent autour du char, qui protègent le char du drone avec des fusils, somme toute, extrêmement archaïques. Donc c'est fascinant. Mais bref, il nous parle, c'est pas de ça dont il nous parle dans ce livre, il nous parle surtout de la propagande otano-ukrainienne, j'ai dit ukrainienne, qui a été horrible, puisqu'on a créé un monde imaginaire que les dirigeants de l'OTAN, de l'Union européenne et peut-être des États-Unis ont fait semblant ou ont cru, auquel ils ont cru. Et dans ce monde, eh bien, c'est un massacre pour les Russes, les Ukrainiens tiennent le coup. Mais non, pas du tout. Ça, on l'a tout de suite compris. Et donc, c'est un drame pour les pauvres soldats ukrainiens. Mais on voit aussi que cette guerre ne peut finir que par la victoire de la Russie, puisque industriellement, la Russie produit de manière massive beaucoup plus et beaucoup plus efficacement que tous les pays de l'OTAN réunis. C'est hallucinant. Avec des moyens bien moindres. Et bref, Londres et Washington et Bruxelles se plantent. Et dans ce livre, vous avez un point de vue intéressant, donc je vous conseille la lecture de Ukraine, pourquoi la Russie a gagné, de Xavier Moreau. Autre livre que je vous conseille, c'est un livre d'autosuffisance. Un guide pratique, il s'appelle 0 € de facture d'énergie. Il est écrit par Björn Duval, qui était venu m'interviewer ici, et publié chez Albin Michel, qui nous donne en fait ses trucs et astuces. Si vous connaissez sa chaîne YouTube, elle était intéressante, mais le livre est vraiment bien. C'est un livre illustré avec beaucoup d'images. Ah, ça c'est un dessin d'un de mes enfants. Avec voilà, des images, des photos qui illustrent la manière dont on peut faire fonctionner ses voitures, sa maison, son électricité, fabriquer soi-même ses petites centrales électriques ou centrales éoliennes. C'est un livre extrêmement pratico-pratique qui est génial pour les bricoleurs, qui est génial pour ceux qui veulent travailler leur autonomie, qui veulent mettre en place des fours tubulaires sous vide, un four à réflexion, des pompes à chaleur artisanales, évidemment tous les systèmes de chauffage, et surtout comment réduire le pauvre, il s'est fait virer de la fonction publique. Je vois sa dédicace, il est très aimable. C'est quelqu'un de très, très sympa en plus. Bref, c'est un livre super pour tous les survivalistes, pour tous les autonomistes, pour tous les résilients, pour tous les bricoleurs. Il nous explique comment on s'en sort avec pratiquement zéro énergie. Alors, évidemment, 0 € de facture d'énergie, certes, mais beaucoup d'huile de coude et beaucoup de transpiration, beaucoup de travail, beaucoup de récup, mais c'est génial. Et donc on a en plus, il a fait contribuer Mathilda et Abdelatif qui ont beaucoup fait un excellent travail aussi sur Internet pour montrer les différentes manières d'être autonome pour l'électricité. Et si ça va plus loin que l'électricité, hein, c'est transport, combustible, chauffage, tout est inclus. Donc je vous conseille ce livre, il est aux éditions Albin Michel. Je pense qu'il doit cartonner, c'est un livre vraiment super. Voilà, de Björn Duval, qui a sa chaîne YouTube Vivre sans argent, et qui fait le taf, parce que je l'ai rencontré. Il fait vraiment le travail lui-même, donc c'est crédible, ça vaut la peine. Et je vous conseille ce livre, 0 € de facture d'énergie. Pour terminer, vous voyez les deux saisons, été et printemps. Je vous conseille de vous abonner à La Furia. Je suis abonné. J'adore, c'est drôle. Il y a les dessins de Marceau, il y a des articles de l'ami Gilles Lartigot, de l'ami Stéphane Edouard, de Laurent Berton, bien sûr, de Laura Magnier et de quelques autres contributeurs et d'autres dessinateurs qui sont très très drôles. Toujours avec intelligence, les articles. D'ailleurs, ils m'ont interviewé, donc c'est tout dire. Mais intelligence, critique
décalé, avec de l'humour grinçant. C'est le harakiri, mais encore plus intelligent des années 2020. Donc je vous conseille de vous abonner à La Furia. C'est à la fois très très drôle, et ça fait réfléchir, et c'est bien écrit. À acheter. Dernier livre que je vais vous conseiller pour lire au cours de cet été, c'est un livre excellent qui s'appelle L'immaturité permanente de Thomas Boussion, et que je n'ai pas, parce que je l'ai prêté, et j'avais complètement oublié que j'en avais besoin pour cette revue de conseil de lecture. Alors, Thomas Boussion, dans L'immaturité permanente, dont voici la couverture, eh bien, il nous parle dans ce livre d'une constatation historique de l'évolution, en fait, surtout des jeunes hommes, un peu des femmes, mais des hommes qui, à partir des années 60-70, du fait de la facilité, du confort, de la vie moderne, mais aussi des structures psychologiques qui se mettent en place par l'école, par l'État, de proposer l'hédonisme, de proposer la non-difficulté, eh bien, se transforment dans des êtres qui ne sont pas tout à fait adultes, qui sont insouciants, inconstants, voués au plaisir et finalement avec peu de capacité à cette rigueur, plus que discipline, qui est le secret de toute réussite fondamentale, parce qu'on peut avoir une réussite matérielle et se retrouver vide. Et cette société crée des gens assez vides, ou qui mûrissent peu rapidement, et qui remplissent nos rues de gens et nos forums de discussion sur Internet et les gens autour de nous par des gens qui sont finalement pas très intéressants, sur lesquels on ne peut pas compter. Et cette immaturité permanente est évidemment la cause fondamentale anthropologique de l'effondrement, au-delà des pénuries de matières premières, au-delà de la raréfaction du pétrole, au-delà des changements structurels, sociétaux. Tout ça serait gérable si on avait une population de base qui soit adulte, mature, constante, rigoureuse, travailleuse, et qui est capable de prendre des sacrifices. Ce n'est pas le cas. Elle va l'apprendre à ses dépens, de manière très très dure, ces prochaines années. En attendant, Thomas Buisson, moi je me souviens quand j'ai lu ce livre, donc là je ne l'ai pas sous les yeux, donc je ne peux plus le feuilleter et voir les éventuelles notes que j'ai prises dedans. J'ai trouvé ce livre formidable, j'ai trouvé qu'il est aux éditions Contre-Culture. Je mettrai les liens en fait de tous ces livres sous le descriptif de la vidéo. Et je l'ai trouvé parfaitement documenté, parfaitement précis par rapport à la situation actuelle. Donc un livre à lire, un livre auquel je trouve qu'il est indispensable. Donc ça fera 2 livres de contre-culture d'ailleurs, puisqu'il y en a un dans la deuxième partie. Et c'est un livre qui est très très bien. Je l'ai trouvé sourcé, précis. C'est un livre qui fera date. Et je pense qu'il est de grande qualité, tout comme l'auteur, que je n'ai pas le plaisir de connaître. Mais j'ai lu ce livre, il m'a fortement impressionné. Donc je vous le conseille. De quel livre nous allons parler dans la deuxième partie de cette vidéo? Nous allons parler du magazine Éléments. Nous allons parler du dernier livre Essai sur la violence de Michel Maffesoli. Nous allons apprendre comment sécuriser votre domicile avec 100 conseils pour votre sécurité de Noam Anouar. Nous allons parler de poésie avec Le droit de résister de Francis Lalanne. Nous allons aussi parler de bande dessinée avec la revue de l'ensemble de la série parue jusqu'à présent de cette bande dessinée de Jacques Hamon et Matz, Le Tueur, très intéressant. Nous allons parler du livre du docteur Louis Fouché, Traverser la peur. Nous allons parler, attention, attention, on va se faire bannir, ça ne veut pas dire qu'on le soutient. Nous allons parler Anthologie des discours d'Adolf Hitler. Nous allons parler de l'excellent livre de Emmanuel Todd, La défaite de l'Occident. Et nous allons parler d'un livre, L'histoire du Covid-19, la pandémie de toutes les peurs. On se retrouve sur Patreon pour la suite. À bientôt.